Je vais passer la parole d'abord à la DIMAT. D'abord, je vous remercie sincèrement de votre présence, parce que nous sommes malheureusement, et peut-être heureusement pour moi, en voie de disparition. Je vais d'abord donner la parole à Mélanie de la DIMAT. Je vais commencer par vous dire merci de votre présence, quoique je sois un petit peu déçu, voire même beaucoup, parce que me semble-t-il une grosse communauté de Français d'Algérie réside à Toulon, mais les meilleurs sont là, et c'est ça l'essentiel. Je ne vais pas évoquer le 26 mars, je pense que Dédé va le faire, mais je voudrais simplement relater ce qu'a été le mois de mars 1962 en Algérie. Le mois de mars 1962 en Algérie a été le mois de toutes les catastrophes. Ça a été un mois déterminant pour la suite des événements, sur tous les plans. Le mois de mars 1962 a vu toute cette période des assassinats, les uns plus horribles que les autres. Et le premier assassinat qui a eu lieu, ça a été le 1er mars 1962, à Merzel-Kébir, petite ville à côté d'Oran. Le 1er mars 1962, à 14h30, une foule de sauvages, de racailles, assoiffés de sang, est entrée dans le stade de Merzel-Kébir. Il y avait là, dans ce stade, Madame Ortega, une trentaine d'années, la femme du concierge du stade, avec ses deux enfants, deux petits, André, 4 ans, et Sylvette, 5 ans. Les barbares, vous les connaissez, inutile de les nommer, sont rentrés à coups de hache, de poignard, en massacrer Madame Ortega, qui essayait tant bien que mal de protéger son petit André de 4 ans dans ses bras. Elle s'est affaissée. Un barbare a pris le petit André, il l'a fracassé contre un mur. Les témoins de cette affaire qui sont arrivés, qui étaient des marines, ont vu contre le mur des cheveux, des morceaux de cerveau. La petite Sylvette n'était pas là, était partie chercher des fleurs. Elle remontait au moment où les sauvages partaient. L'un s'en est aperçu. On aurait pu imaginer, pour toute personne civilisée, qu'il a laissé la vie à une petite fille de 5 ans. Bien non. Elle a été prise également par les pieds, elle a été fracassée contre un mur. Lorsque les secours sont arrivés, ils l'ont retrouvée recroquevillée. Elle tenait encore dans sa main un bouquet de fleurs. Voilà comment a démarré le 1er mars et le mois de mars 1962. Sur tout le mois de mars, il y a eu en tout et pour tout 700 attentats qui ont causé plus de 500 morts et 900 blessés. Si on fait le compte, 500 et 900 victimes, 1400 sur 30 jours, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Le 7 mars, il y a eu une repoursuite des négociations entre le pouvoir gaulliste et les terroristes du FLN. Les négociations avaient été interrompues 3 semaines, 1 mois avant, au Rousse. Donc le pouvoir gaulliste a recommencé les négociations pour la vente de l'Algérie. À partir du 7 mars, les enlèvements de jeunes femmes, de jeunes hommes, se sont multipliés sur toute l'Algérie. À la frontière tunisienne, la LN a essayé par tous les moyens de pénétrer sur le territoire algérien et forcer. Ils ne sont pas parvenus. Le 13 mars, tout ça pour vous dire ce qui s'est passé au mois de mars 1962. Le 13 mars, l'aviation française, à ordre par le général Katz,
de tirer sur toute personne qui serait sur une terrasse ou sur un toit du centre-ville d'Oran. C'est la première fois qu'on voit ça, une armée française tirer sur des civils. Et arrive cette date fatidique du 18 mars. Le 18 mars 1962, tout le monde le sait, il y a eu cette fameuse négociation et ces fameux pseudo-accords d'Évian. En fait, en guise d'accord, c'est la vente de l'Algérie qui a été donnée, je devrais dire, le don à des terroristes du FLN. Mais ce cas de plus exceptionnel, c'est que l'on se rend compte pour la première fois dans l'histoire du monde qu'une nation dont l'armée est vainqueur sur le terrain va faire cadeau des départements français. C'est quelque chose d'épouvantable qu'on ne peut pas imaginer. Évidemment, le principal auteur de cette trahison, je ne dirai pas son nom, vous le connaissez tous, il ne mérite pas d'ailleurs qu'on donne son nom. Ce cas de plus surprenant, c'est que l'on trouve aujourd'hui des Français, des hommes politiques, qui adulent ce général Félon et qui, sous des tas de prétextes, vont fêter le 19 mars, alors que le 19 mars a été le début des plus grands massacres qui sont passés en Algérie. Plus de 150 000 personnes ont été massacrées. Parmi ces 150 000 personnes, la majorité étaient des harkis, des moghzani, que le général Félon avait donné ordre à Mesmer de désarmer. Voilà ce qui s'est passé au mois de mars. Le 23 mars 1962, à Bab el-Oued, il était 7h30 du matin, une patrouille militaire entre dans Bab el-Oued. L'OAS, qui était bien implanté sur Bab el-Oued, avait donné pour consigne de ne laisser rentrer aucun militaire. Tout se passe bien, si je puis dire, puisque un commando OAS encercle la patrouille, réclame les armes, la patrouille remet les armes sans problème. C'est 2 heures plus tard que le drame va arriver, avec une autre patrouille qui pénètre dans Bab el-Oued. Un claquement de culasse. Pour vous, messieurs, qui avez fait l'armée et qui savez ce que c'est une arme, quand on entend un claquement de culasse, ça signifie qu'on arme. Et à partir de là, une mitraillette a tiré, et puis il y a eu le désastre et la mort de civils et de militaires. Ça a été le début de l'encerclement de Bab el-Oued, le début des massacres qui sont passés à Bab el-Oued. 7500 appartements ont été complètement dévastés. 15 000 personnes, enfants de 14 à 70, 75, 80 ans, ont été embarqués, emmenés dans des camps. Ils sont restés là 2 semaines. On les a libérés au bout de 15 jours, 2 semaines, 15 jours, mais on ne les a pas libérés n'importe où. On les a libérés proches des villages arabes. Voilà ce que faisait l'armée française, les gardes mobiles, je devrais plutôt préciser. Ce qui a conduit effectivement à la manifestation de soutien qui a eu lieu ensuite sur la rue d'Isly pour venir en aide aux gens qui étaient enfermés, sans secours, sans vivres, sans eau, sans médicaments. Voilà ce que fut le mois de mars 1962. Je conclurai en disant que le 25 mars, pour dire que le mois de mars a été catastrophique en Algérie, le 25 mars 1962 à Oran, c'est l'arrestation du général Jouot, le deuxième chef de l'OAS, qui n'avait pas hésité à prendre le maquis pour se battre et pour maintenir le drapeau français, se fait arrêter à Oran. Et le 26 mars, eh bien le 26 mars, tout le monde sait, cette catastrophe de la rue d'Isly. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Dédé. J'avais écrit, d'abord, merci d'être venu à ce devoir de mémoire. Pardon. Devant cette stèle des martyrs de l'Algérie française. Merci de témoigner votre compassion à toutes les victimes et principalement à celles de la rue d'Isly.
à Alger. Merci au jeune Navaran qui sera peut-être, et je souhaite de tout cœur, et si au paradis, si j'y accède, je prierai pour qu'il accède à ce pouvoir, et il pensera à moi et il pensera à tous nos morts de l'Algérie française. Avant de vous parler de cette cérémonie, je veux féliciter tous les élus, tous les candidats, tous les militants et souhaiter de tout cœur leur élection au deuxième tour. C'est déjà un énorme succès. Merci à tous ces jeunes de leur engagement. Nous avons tous su ce qui s'est passé en Algérie, mais il est bon de rappeler pour tous cette jeunesse la vérité historique. Mon ami vous a déjà parlé de ce mois terrible de mars. Je vais essayer d'expliquer modestement à tous ces jeunes pour qu'ils expliquent à tous leurs amis la réalité des faits sur l'Algérie. Bab el Oued était encerclé par les CRS et les gardes mobiles depuis le 21 mars. Des chars de 30 tonnes braquaient leurs canons de 75 vers Bab el Oued. L'aviation a mitraillé les immeubles. Les appartements étaient dévastés par les forces de De Gaulle. Ces gardes mobiles se sont conduits pire que des SS. Ces habitants étaient isolés, privés de nourriture, de médicaments. Les bébés n'avaient plus de lait. Les Algérois du Grand Alger, avec comme arme des drapeaux tricolores et des coupins remplis de victuailles, venaient apporter leur soutien à ce quartier martyr et populaire d'Alger. Cette marée humaine a été arrêtée une première fois à un barrage, puis autorisée à poursuivre sa route. Arrivé à la Grande Poste, brusquement, sans aucune sommation, l'armée infiltrée par les Félouses, pour les jeunes les Félouses, c'est les FLN, déclenche un feu continu au fusil mitrailleur sur cette foule désarmée. Des enfants, des femmes, des hommes sont lâchement mitraillés dans le dos. Des médecins, des secouristes, des prêtres qui portaient assistance aux blessés sont à leur tour abattus. Qui a organisé ce guet-apens, cet odieux carnage? 53 ans après, le chef de bataillon Poupa confirme qu'il avait
reçu des ordres qui le fit sursauter. Alors les ordres, c'était arrêter la manifestation par tous les moyens, au besoin par le feu. Cet officier refusa ce commandement et eut, je crois, 45 jours de forteresse. Merci à cet officier d'avoir refusé cet ordre. C'est un officier digne. Pour les jeunes, je recommande de lire, pour ceux qui sont intéressés sur l'Algérie, j'allais dire Gavino, mais c'est pas Gavino, c'est Castagno. Ouais. Sur le massacre de la rue d'Isly, c'est clair, il y a des schémas, c'est formidable pour ceux qui s'intéressent. Excusez-moi. La bande des quatre reste muette pour fuir ses responsabilités. Dans ce pays où l'on ne parle que des droits de l'homme, des bavures policières, de repentance, toujours en faveur des ennemis de la France. Comment se fait-il que 53 ans après, personne ne parle des milliers de disparus, dont certains seraient encore vivants? Alors, Monsieur Fabius, vous qui êtes le roi des libérations, qu'en pensez-vous? Avez-vous peur de froisser votre ami Bouteflika? Quand j'entends autour de moi dire il faut tourner la page, je dis d'accord, mais après la reconnaissance et la responsabilité du félon de Gaulle et ses complices soient reconnus et qu'on puisse lire sur le tombe de nos martyrs morts pour la France. Comment pouvons-nous oublier nos martyrs, nos morts, tous nos disparus? Je vais répondre à M. Manuel, vous savez, le Premier ministre, qui est le nostalgique de l'Algérie française. Je suis fier d'être du nombre et je lui dis que personne ne nous interdira ce devoir de mémoire, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent. Avant de conclure, du fond du cœur, toute cette jeune génération, élus, candidats, militants, qui redonnent aux derniers témoins vivants que nous sommes l'espérance de retrouver toute cette génération élue, candidats, militants qui redonnent aux derniers témoins que nous sommes l'espérance d'une reconquête de notre grande France chrétienne
et fraternelle. Merci infiniment à tous. De la décision du général Katz à Oran. Il avait certainement des ordres. Défense à qui que ce soit de quitter l'Algérie. Et tout le monde était surveillé. Il franchissait les maisons de gens qui étaient susceptibles de partir. Or, mon père reçoit sa nomination pour passer du chef d'arrondissement exploitation d'Oran à celle d'Alger, avec des papiers en bonne et due forme, signés par l'administration. Donc, maman s'attelle toute seule au déménagement. La maison est envahie. Et quelques petits, excusez-moi, je serai grossière, merdeux, galonnés, sont rentrés et ont commencé à vouloir ouvrir tout ce que maman avait fermé. Or, maman avait reçu de papa les consignes, dès qu'ils rentrent, tu leur montres les papiers. Ils ont étudié les papiers sous tous les angles. Et quand ils ont vu que c'était un déménagement pour Alger, ils n'ont pas pu continuer. Donc, pour que ces oiseaux-là, de mauvais augure, aient agi comme ça, c'est qu'ils avaient l'ordre qu'il fallait que tous les Français, quelle que soit leur origine, soient tués et ne rentrent pas pour déranger les phalanpos hexagonaux. Oui, nous allons déposer les gerbes. Pour le CNR. D'abord, il y a la DIMAT, déposée par notre ami Marco. Non. Jean-Pierre Nicolas. Hein? Non. Tiens. Vas-y. C'est toi. Je crois qu'il est à l'intérieur. La gerbe de la DIMAT déposée par Régis Guillem. La gerbe du Cercle national des rapatriés déposée par Gérard Bauer. Claude Julien. Allez, on va le déposer ensemble. Ne mélangez pas avec Falco. Alors. On va d'abord saluer les porteurs de gerbes. C'est à moi. C'est nous les Africains. Non, pas d'accord. On fait la musique, minute de silence. Au mort. Alors le chef de cérémonie. Non, c'est pas le chef. Garde à vous! Au mort!
Silence, une minute de silence. Une minute de silence. Dis-le, une minute de silence. Donc on va observer une minute de recueillement à présent. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissait ce cri d'accueil. En avant, c'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tous quitté par nos courbis foyers, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut les ciels le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour y rejoindre, c'est nous les Africains. Ah, pour la petite histoire, qui était la Madelon pour les anciens combattants? Eh bien, elle était de Batna. Et elle servait au 3e soir. Façon de dire, elle servait à boire au 3e soir. Tu invites les gens à venir pour un apéritif. Non, on va d'abord saluer. Salut les porte-drapeaux. Oui, qu'elle a eu droit de Stentor, monsieur le futur maire. Je ne veux pas lui faire une insulte en le traitant de Stentor. Après le salut des porte-drapeaux, le CNR vous convie à son local pour un apéritif. Pour les croyants, il y a Une messe à 18h à la cathédrale de Tours. C'est bon? C'est bon? C'est tout? C'est bon? on va remettre les Africains. Ah non, je peux pas. Non, parce que c'est enchaîné. Non, mais c'est parce que c'est enchaîné. Non, mais c'est parce que il faudrait que je remette la minute de silence et tout. Il est là ici. C'est bon, puis Attends. Encore merci à tous. Délégué départemental de l'Alsace, félicitations. Merci. C'est bien. Oui, sur le porte-drapeau, je félicite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le délégué de l'Alsace. Pourquoi là, Michel? Hein? Parce que sinon tout le monde oublie là, le porte-drapeau. C'est pas un problème, hein?